Alors, nous avons ici 4 artistes d'Amérique du Nord, absolument majeurs, avec, pourrait-on dire, 2 générations qui se sont suivies, Dan Flavin et Sol LeWitt, qui sont de cette peut-être première génération, identifiés d'ailleurs tous les deux à l'art minimal, même si et l'un et l'autre, mais surtout Sol LeWitt, se détachent de cette catégorie du minimal pour vraiment embrasser et théoriser d'ailleurs lui-même pour la première fois l'art conceptuel. Et puis, née la même année, Linda Benglis et Bruce Nauman, mais naturellement, ces contingences de date ne suffisent pas. L'idée étant de présenter sous une lumière sensiblement nouvelle un certain nombre d'œuvres qui s'intégreraient dans un éventail qui part peut-être d'un langage géométrique abstrait qui pourrait sembler austère ou désincarné, jusqu'à des expressions plus viscérales, physiques, voire subjectives, représentation du corps de l'artiste dans ses œuvres. L'idée étant de montrer, sans niveler les pratiques de chacun, de voir combien certaines attitudes artistiques, et je préfère le terme attitude à école, au mouvement, puisque ce n'est pas le cas ici quand on parle de cet art américain qui est né dans les années 60 ou 70, qui partagerait un intérêt commun pour un certain trouble de la vision. Et quand je dis vision, il ne s'agit pas simplement d'une vision optique, c'est plutôt une vision qui serait comme une perception au sens large et une perception incarnée. En d'autres termes, nous étudions avec Double Eye Poke la présence, tantôt manifeste, tantôt plus secrète, du corps d'un être qui perçoit et qui pense. Un des éléments fondamentaux de cette exposition, ça a été aussi de montrer à quel point nous sommes dans des situations de dialogue. On parle de dialogisme, d'échange, c'est ce qu'on retrouve dans le titre Double Eye Poke. Il y a cette situation parfois de confrontation, parfois d'agressivité, c'est ce qu'on le retrouve souvent avec Bruce Nauman, que l'on connaît pour son côté très antagonistique. Je pense par exemple à ce magnifique néon qui est un très très beau prêt, War, Raw, que l'on retrouve dans un sens ou dans l'autre. C'est un jeu de langage. Nous avons ici un palindrome, on peut lire le même mot en partant de la gauche conventionnelle ou de la droite, une autre convention. Une confrontation qui se fait autour du corps de l'artiste qui peut commencer par être un matériau brut. Avec cette série de multiples de Bruce Nauman, dont l'histoire, d'ailleurs l'historiographie est assez intéressante parce que les prises de vue photographiques ont eu lieu en 1968. Elles ont donné lieu de cette session photographique à une série d'images qui ont été exécutées et rendues publiques en 1970, intitulée Study for Holograms, mais seulement plus tard, et c'est pour ça que l'on voit sur cette série de multiples dans notre exposition, qui sont datées de 1968-2006. C'est que lors de la préparation d'une grande exposition rétrospective de Bruce Nauman, une commissaire d'exposition préparant cette rétrospective au Berkeley Art Museum, en bavardant avec l'artiste, puis en retrouvant le photographe qui avait collaboré avec Bruce Nauman à l'époque, tombe sur une sorte de petit trésor d'images qui avait été donc prises à l'époque en 68, mais que parce que sous-exposées n'avaient pas été exploitées. À la faveur d'une petite manipulation numérique, les photos ont pu être exposées convenablement, ont donné lieu à une série photographique, puis à un multiple que nous voyons donc dans notre exposition. Bruce Nauman, je crois, qui est peut-être le plus difficilement classifiable, qui est un artiste, je ne dirais pas touche à tout, mais qui a osé, à sa manière aussi, aborder des attitudes que l'on pourrait dire autant minimales, post-minimales ou conceptuelles, et qui, au tout début de sa carrière, et nous montrons un exemple, je trouve absolument remarquable, qui est à mi-chemin entre le vidéo art, l'art vidéo des tout débuts, et puis peut-être la chorégraphie. En même temps, c'est un dessin dans l'espace, on se retrouve vraiment avec des médiums différents qui se retrouvent rassemblés dans une vidéo de 10 minutes, en noir et blanc. C'est en fait une performance de Bruce Nauman qu'il avait d'abord accomplie alors qu'il était encore étudiant et qu'il a refaite pour la caméra, pour être enregistrée dans sa durée. C'est une vidéo, donc je le disais, de 10 minutes, dont le principe est relativement simple. Il revient au rudiment de l'art, au rudiment de l'atelier. On est dans un espace d'atelier et là encore, avant de s'affubler ou d'utiliser des équipements ou des outils différents, l'artiste commence par reconsidérer son corps, le replacer au centre de sa pratique. Ce qui est important ici, c'était de présenter, comme je le disais, un éventail qui nous permette d'explorer, sans niveler les voies de chacun, le passage d'une représentation très physique. On pense à la vidéo de Linda Benglis, Female Sensibility, avec une artiste qui remet en cause la vision de la femme, qui remet en cause ce male gaze, ce regard masculin qui impose des canons de beauté, mais aussi de genre et de fonction. On retrouve
de manière très évidente chez Linda Menglis, une artiste qu'on identifie avec cette notion de process art, d'antiforme ou d'informe parfois, qui très souvent d'ailleurs, et elle le dit elle-même, est extrêmement influencée par le lieu ou le terrain dans lequel elle se trouve. C'est une artiste qui partage son temps entre New York, l'État du Nouveau-Mexique, dans une région près de Santa Fe, mais aussi la Grèce, dont sa famille est originaire, et puis l'Inde où elle a passé énormément de temps ces 30 dernières années. Les céramiques que nous voyons ici, ont été faites d'ailleurs en Inde. Chacune porte, ou pour la plupart 4 des céramiques que nous présentons, portent le nom de tribus de Native Americans, d'Indiens d'Amérique, comme l'on dit, et des œuvres sur lesquelles l'artiste n'ambitionne pas d'imposer une grille de lecture. Je crois qu'il y a beaucoup de lectures possibles. Évidemment, il y a des évocations symboliques. Je crois que la recherche formelle, là encore, est très importante, et on trouve ici, mais je crois que finalement ça ne détonne pas tant que cela, même si c'est surprenant avec d'autres œuvres de cette exposition, c'est que c'est une proposition picturale qui adopte des moyens différents. Ces moyens différents, c'est de décider d'utiliser la céramique comme une surface de projection et d'existence de pigments picturaux, de vernis différents, au même titre peut-être, selon des modalités très différentes, mais avec une intention qui se retrouve peut-être autour de cette notion du pictoral, selon des moyens peut-être réformistes. C'est Dan Flavin, dont on voit l'œuvre derrière moi, une œuvre de 1987 dédiée à Don Judd, the colorist. Comme Flavin le disait, pour lui, il ne s'agit pas de sculpture, il n'utilise pas ce terme. Quand il parle de ses œuvres, il parle de image object. C'est-à-dire qu'on a à la fois un objet, une structure électrique finalement, lumineuse, qui dégage de manière complètement immatérielle ce halo de lumière dont les couleurs, quand il s'agit d'œuvres chromatiques, s'associent aussi au gré des espaces naturels dans lesquels ils s'inscrivent. Alors, quand il s'agit des protocoles, dirait-on, de Solowitz et de ses wall drawings, de ses dessins muraux, il y a en effet un travail de collaboration très fort avec des dessinateurs, certains qui ont été ponctuels, d'autres qui sont devenus des professionnels formés et habilités par l'atelier de l'artiste de son vivant et a fortiori aujourd'hui puisqu'il est décédé en 2007. L'artiste ne disparaît jamais vraiment. L'artiste a simplement une place un petit peu différente. La notion d'auteur est très claire. Il n'y a pas de confusion à avoir. Quand on est face à un dessin mural de Sol LeWitt, s'il est exécuté correctement, c'est une œuvre de Sol LeWitt. Cela ne l'empêche pas, cela dit, de se fonder sur une notion de collaboration extrêmement importante. En effet, nous avons choisi ici des dessins muraux. Nous avons un location drawing, donc un travail autour de la localisation ou de la situation d'éléments géométriques sur la surface du mur. Nous avons un dessin d'une ligne continue qui paraît absolument chaotique et pourtant qui est le fruit d'une maîtrise assez remarquable de cet outil classique qui est la mine de plomb, mais cette fois-ci directement sur les murs. Et puis un dessin à l'encre, au lavis d'encre, qui paraît être de la peinture même faite au mur, et pourtant que l'artiste continue d'appeler un dessin mural, parce que c'est bien l'idée ou le concept qui habite l'œuvre qui est la plus importante.